mettre sur silencieux, étoile 6, et pour revenir, étoile 6. Donc, on débute et d'autres gens vont sans doute s'ajouter à nous, mais sans que ça paraisse trop, on a déjà 10 personnes en ligne, mais ça correspond à plus de 15 personnes. Sur des sites, il y a des gens qui sont 2 ou 3 membres de la même équipe. Donc, bienvenue à cette série, à ce webinaire qui fait partie de la série Osons l'entrepreneuriat collectif. Les webinaires du mercredi d'automne, puis c'est vraiment pour découvrir toutes les facettes de l'entreprise sociale. Aujourd'hui, on va parler davantage de structure et de gouvernance des entreprises sociales. Donc, mais vous voyez dans ce calendrier-ci, il y a plein d'autres dates et si vous voulez vous inscrire à un de ces sujets-là ou à l'ensemble, n'hésitez pas de retourner sur le site. Structure et gouvernance, bien entendu, pour vous permettent aussi de comprendre toutes les options qui se présentent à nous concernant les structures et la gouvernance des entreprises sociales. Et bien entendu, il y a des questions légales, il y a des questions sur le mode de fonctionnement, sur la prise de décision. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des éléments critiques d'une saine gouvernance. Donc, moi, je suis Ethel Côté, je fais partie du Centre canadien pour le renouveau communautaire, qui est une entreprise sociale pan-canadienne et qui est membre partenaire de la Constellation rurale des entreprises sociales de l'Ontario. Et ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Je vous invite aussi dans la boîte de conversation d'écrire votre nom si ce n'est pas déjà fait, le nom de votre organisation et votre emplacement sur la planète. Et je peux vous dire qu'on passe de l'Alberta au nord de l'Ontario à l'est de l'Ontario jusqu'au Sénégal aujourd'hui. On a une collègue Oumi du Sénégal qui fait partie du réseau des entrepreneurs solidaires. Donc, et c'est un réseau avec qui on partage les ressources et on grandit ensemble dans le développement de nos entreprises collectives. Donc, le plan du webinaire, comme tel, et si je parle trop vite, là, écrivez en bas. On a beaucoup de matière, mais si à n'importe quel moment, il y a une période de questions à la fin, si vous avez une question particulière, sentez-vous à l'aise de faire étoile 6 et de me poser une question. Et Oumi, je sais que tu écoutes sans doute ce que je dis via tes haut-parleurs. Donc, écris la question et j'ai demandé un coup de pouce de Julien du Conseil de la coopération de l'Ontario. Il sera attentif aux questions et surtout te concernant, il pourra les poser à voix haute pour que toutes les personnes, et voire même à m'aider à y répondre. Donc, on a des gens, oui, du Québec, Colette, du Réseau des entreprises d'économie sociale. Donc, bienvenue tout le monde. Il y a des gens qui étaient au premier webinaire, il y en a d'autres qui l'ont manqué. On va prendre 2-3 petites minutes pour faire un rappel sur ce qu'est une entreprise sociale ou une entreprise d'économie sociale, pour après ça, se lancer dans vraiment les différentes structures potentielles et les modèles de gouvernance. Donc, et ça, ce sont tous les logos des organismes. Celui qui est encadré en bleu, ce sont les logos partenaires et collaborateurs de la Constellation rurale des entreprises sociales de l'Ontario. Et à côté, vous voyez que le partenaire financier est la Fondation Trillium de l'Ontario. Et on a des représentantes en ligne. Donc, on vous accueille à ce webinaire-là, mais on vous remercie aussi d'appuyer cette initiative-là. Et en plus, pour la francophonie, le Conseil de la coopération de l'Ontario est un partenaire clé et aussi un acteur de première ligne en soutien à la promotion des entreprises collectives. Mais on a des collaborateurs parce que l'économie sociale et solidaire, que ce soit en Ontario, un peu partout au Canada, au Québec et dans le monde, il y a plusieurs organisations de la société civile qui s'inscrivent dans le soutien et la promotion de cette économie-là. Donc, bienvenue. Donc, dans ce webinaire-là, ce que je pensais faire dans cette première diapositive-là, c'est vous partager les résultats d'un sondage qui s'est passé en 2009 auprès de 1000 organismes au Canada et aux États-Unis. Mais je ne lirai pas tout. Et en passant, la copie de la présentation et de tous les webinaires seront accessibles en ligne via la Constellation rurale et ONN, Ontario Non-Profit Network. Et vous pourrez les utiliser à votre convenance dans votre cadre respectif pour partager la bonne nouvelle. Mais ce sondage-là, ce qui est intéressant, si vous regardez rapidement les statistiques, c'est que le nombre d'entreprises sociales continue de croître. Et le nombre d'organismes du secteur sans but lucratif ou du secteur à but non lucratif, OSBL ou OBNL,
continue aussi de croître. Puis dans ce sondage-là, les organismes qui avaient été contactés, 54% d'entre elles confirmaient avoir et exploiter et gérer une entreprise sociale. Au premier webinaire, Patrice Gauthier d'Alberta nous disait, écoutez, c'est bien beau tout ça, mais en même temps, combien d'organisations associatives se gèrent comme une entreprise en vendant des services et des produits sur le marché, en générant des revenus et en les réinvestissant dans leur mission, mais combien d'entre elles ne savent pas qu'elles sont une entreprise sociale, donc ne profitent peut-être pas des coups de pouce pour développer et faire croître leur entreprise sociale. Donc, encore là, si 54 de sondages-là ont confirmé qu'il y en était une ou qu'il en gérait une, ça demeure que ce chiffre-là pourrait être sans doute beaucoup plus élevé parce qu'à chaque atelier auquel on donne de l'information sur ce que c'est, plusieurs se réveillent. Ils disent « Ah ben non, mais nous aussi, on est une entreprise sociale, on répond à cette définition-là. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des organisations intermédiaires comme le Conseil de la coopération, l'option Femmes Emploi, toutes les organisations en ligne, c'est qu'on va avoir de plus de jobs parce que de plus en plus d'organisations souhaitent en créer davantage des entreprises collectives. Donc rapidement, on a parlé au premier webinaire. Du côté Canada anglais, il y a énormément... il y a peu de termes pour définir cette forme d'économie collaborative, coopérative, sociale, mais du côté francophone, on a le don de se compliquer la tâche. Tous ces termes-là sont utilisés dans notre secteur d'activité, que ce soit économie sociale, économie solidaire, économie sociale et solidaire. Mais la pratique de l'entrepreneuriat se retrouve sous 4 appellations présentement, qui est l'entreprise sociale, l'entreprise d'économie sociale, l'entreprise collective et la forme coopérative. Je vous avais aussi montré ce tableau-là produit par, cette tarte-là produite par John Pearce, qui démontre l'économie privée, l'économie publique et l'économie sociale, parce que dans tout ce qui est la société civile, ben, il n'y a pas juste des entreprises sociales, il y a aussi d'autres formes d'organisation caritatives. L'entreprise sociale est un moyen pour favoriser la réussite et la pérennité des organismes non lucratifs. C'était une définition qui émane de l'enterprising non-profit. Et on entend que c'est une vraie entreprise qui vend réellement des biens et des services à des clients, qui génère des revenus provenant de la vente, mais tout ça est réinvesti dans la mission. Donc, quel genre de structure qui peut répondre à cette définition-là? Au Québec, au cœur même de la définition, et ça commence à prendre une place dans la francophonie canadienne et la francophonie mondiale, c'est qu'on associe le terme entreprise sociale à réellement l'entreprise collective. Donc, le nom collectif veut dire qu'on est beaucoup plus qu'une personne au sein de l'entreprise. Donc, on parle des 4 P. Il y aura toujours le processus démocratique, une prise en charge collective, non pas d'un individu, mais c'est un groupe d'individus, toujours la production de biens et de services, et la primauté de la personne sur le capital. On met la personne au cœur de ce développement-là économique. Toute la musique est revenue. Vous l'entendez? Donc, quelqu'un met son téléphone en attente et c'est ça. On a la musique, on entend. Donc, on va espérer que la personne revienne en ligne. Tout ça pour dire, quand je parle, est-ce que vous m'entendez ou vous entendez la musique? S'il vous plaît, écrire dans le chat. Pour faire votre étoile 6. Je suis vraiment désolée. J'espère que la personne qui nous a mis en attente... OK, donc je vais parler fort. Et merci, Julien. Est-ce que ça va mieux? Bon, donc, on a présenté au premier webinaire le nom de l'entreprise sociale et bien entendu, il y a des consultants et consultantes qui vont dire dès le départ, il faut que le groupe qui démarre l'entreprise sociale confirme réellement tout de suite la structure qui va scier bien à leur projet. Moi, je fais partie de la culture où est-ce qu'on dit au groupe, commencez à développer votre idée d'entreprise, commencez à développer, à regarder si votre organisation qui crée cette entreprise sociale-là a choisi son idée d'entreprise et au long du processus,
de ce cheminement-là, il y a des moments névralgiques où est-ce que là, il faut vraiment se poser la question et peser les pour et les contre de chacune des structures de gouvernance. Donc, entre autres, à l'étude de faisabilité au plan d'affaires, il faut réellement le régler. À l'étude de faisabilité, c'est là qu'on va identifier toutes les structures possibles dont l'on croit sont porteuses de notre projet socio-économique, mais au plan d'affaires, on prendra la décision de la meilleure structure pour bien la documenter dans notre plan d'affaires, vu que le plan d'affaires deviendra notre plan d'action pour le développement et la gestion de notre entreprise sociale. Est-ce que l'organisme à but non lucratif est prêt à développer une entreprise sociale? D'ailleurs, quand on arrive dans ce cheminement-là que je vous montrais, on se pose réellement la question parce que elle est capitale. Oups, il y a des gens qui demandent de s'ajouter. Merci. Bonjour à ce webinaire. Donc, est-ce que l'organisme à but non lucratif est prêt à développer une entreprise sociale ou à se transformer en entreprise sociale? Il faut être très conscient que si notre organisation développe une entreprise sociale ou se transforme en entreprise sociale, ça va avoir un impact sur tous les aspects de l'organisme. On ne va pas développer la programmation de la même façon. On va sans doute recruter des ressources humaines autrement. Oui, les ressources humaines qu'on a toujours besoin pour réaliser notre programmation, mais on va peut-être avoir le souci d'en recruter d'autres qui ont peut-être un bagage économique ou un bagage entrepreneurial pour amener les compétences qu'il nous faut pour réussir notre projet d'affaires. Ça va affecter notre gestion financière parce qu'on va avoir des entrées d'argent qui sont différentes que les entrées de subventions, par exemple, ou de dons. Notre collecte de fonds peut se faire, ou notre mobilisation de capitaux, qu'on va dire dans le milieu des affaires, va se faire sans doute de façon différente parce qu'il y a une variété d'acteurs économiques, investisseurs et bailleurs de fonds qui s'intéressent à l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Donc, encore là, il faut trouver une façon à bien présenter nos plans d'affaires pour les mobiliser. Donc, ça l'affectera la façon qu'on développe. Ça va être aussi important de réfléchir si notre entreprise sociale est pertinente pour l'organisme dans lequel on est impliqué. Puis là, encore là, confirmer quel est le meilleur moment pour la développer, cette entreprise-là, collective ou sociale. Et ça veut dire que la journée qu'on crée notre entreprise sociale, on se débarrasse de tous nos bénévoles sur notre conseil d'administration. Ça s'apprend de devenir entrepreneur. Donc, il faut peut-être aussi regarder, et plusieurs outils en développement d'entreprise sociale dans le cheminement proposent des outils pour former, outiller davantage les membres des conseils d'administration qui doivent se transformer un peu, changer leurs habitudes parce qu'ils ne font pas que gérer un organisme communautaire, ils gèrent un organisme communautaire en affaires. Donc, ça va demander des pratiques, peut-être des politiques et des modes de fonctionnement en gouvernance pour bien gérer l'entreprise sociale. Donc, deux outils que je vais vous suggérer, un existe en français et en anglais pour faire cette auto-évaluation-là interne. C'est sûr que si vous démarrez dès le départ, puis c'est pas un organisme qui crée une entreprise sociale, vous allez quand même avoir à vous évaluer, mais vous n'aurez pas besoin d'évaluer trop le lien avec l'organisme existant parce que vous partez du début et vous n'êtes pas en référence à un nouvel organisme. Mais quand, exemple, Nicole, ton centre culturel, où est-ce que vous êtes déjà, moi je dis que vous êtes déjà une entreprise sociale et vous voulez développer d'autres produits économiques à vendre, puis peut-être même une autre entreprise sociale. Exemple, plusieurs centres gèrent une garderie, comme on a vu à Nord-Bay, le centre culturel de Nord-Bay gère une garderie, une entreprise sociale qui gère une autre entreprise sociale. Bien là, à ce moment-là, ils doivent faire une évaluation pour voir s'ils sont prêts. Est-ce que l'organisme est prêt à développer davantage son côté d'affaires? Est-ce qu'on sait tout ce qu'on devrait savoir sur l'entreprise sociale? Est-ce qu'on est prêt à faire des affaires? Donc, est-ce qu'on a juste un plan stratégique qui est quand même très, très bon pour bien gérer nos organismes, puis un plan d'action, ou on a transformé ça en plan d'affaires réellement, ou est-ce qu'on donne un coup de main à notre organisme à devenir entrepreneurial? Donc, les deux outils qui sont présentés là, il y a le Canadian Guide to Social Enterprise, il est seulement en anglais, éventuellement on parle de le traduire. Il y a toute une section d'auto-évaluation et d'en créer de la richesse communautaire. Ça, c'est un guide qu'on a créé au Centre canadien pour le renouveau communautaire, notre entreprise sociale. Il y a 2 chapitres où est-ce qu'on vous propose différents outils. Puis il y a même une liste de vérification avec laquelle vous pouvez passer toutes les étapes de développement de l'entreprise sociale et vous poser les bonnes questions, soit à votre conseil d'administration ou aux membres de votre équipe. Ça, c'est un peu le tableau de créer de la richesse communautaire où est-ce qu'on doit être prêt, tant au niveau organisationnel, au sein de notre organisme, qui est la première rangée en haut.
On doit aussi à développer des affaires, donc tout le côté entreprise, c'est la rangée du milieu, mais nos entreprises ne se créent pas sur la planète Mars, on doit être aussi prêt à se positionner sur le marché, mais se positionner aussi dans notre communauté. Donc, il y a tout un réseautage stratégique dans la communauté pour appuyer nos entreprises. Donc, question de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on parle de rôle et responsabilité. On doit clarifier quels sont les rôles des membres du conseil, de la direction générale, des comités si nous en avons. Puis c'est les rôles et les responsabilités de chacune des composantes. Si on a une bonne gouvernance, s'il n'y a pas trop de chicanes dans un organisme, si on sent que ça va bien dans une organisation, un organisme communautaire, c'est souvent parce qu'on a une saine gouvernance. Les rôles, les responsabilités sont clairs entre le personnel, la direction générale, les membres de l'organisation, le conseil d'administration et les comités. Quand il y a de la tension, c'est souvent parce que les rôles et les responsabilités ne sont pas clairs, puis on a tendance à se piler un petit peu sur les pieds les uns des autres. Donc, la même chose se reproduit dans les organisations, dans les organismes communautaires que dans les entreprises sociales parce qu'on gère de façon collective et on aura des membres et on aura un conseil d'administration. Éventuellement, quand on a les ressources, on a quelqu'un qui va assumer la coordination générale ou la direction générale. Puis, pour faire du travail, pour aider le conseil d'administration, on va peut-être créer des comités aussi pour appuyer le travail. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être clair sur les rôles et responsabilités. Puis aussi, comment on va évaluer le succès de notre organisme quand il gère notre entreprise sociale, le succès du conseil d'administration, mais aussi l'impact comme tel de notre travail. Parce qu'on parle vraiment d'une entreprise sociale qui veut autant avoir un impact social, un impact économique, un impact environnemental. Et dans la francophonie hors Québec, on rajoute souvent l'impact aussi culturel. Ça a un impact de créer des entreprises sociales francophones en francophonie canadienne. Question de langue et culture, préserver notre langue et notre culture. Et quand on parle de gouvernance traditionnelle, on parle de devoir, on parle d'obligation, de diligence, d'obéissance, de loyauté. Ces termes-là se retrouvent même dans les diverses lois des organisations à but non lucratif ou sans but lucratif d'un bout à l'autre du pays, que ce soit les lois provinciales ou fédérales. Et ça existe aussi à travers le monde quand on parle d'une gestion collective au sein d'un organisme. On a un devoir de rendre des comptes. On a un devoir de surveiller, au niveau du conseil d'administration, la performance de notre organisme. On a aussi un devoir de superviser la gestion des ressources humaines, financières et techniques. On a aussi un pouvoir de déléguer à notre direction générale ou à notre coordination générale, parce qu'on ne sera pas là, les bénévoles qui sont membres ou sur le conseil d'administration pour assurer la bonne gestion. Et toutefois, le conseil a une responsabilité de définir les orientations stratégiques dans la planification et d'établir les politiques pour que l'organisme soit bien géré. Ça se passe de la même façon. Ces questions-là de gouvernance, si vous êtes dans un organisme à but non lucratif, vous me dites, ben là, tout ce qu'elle dit sur la gouvernance d'une entreprise sociale, et les questions qu'on se pose, ce sont exactement les mêmes questions qu'on se pose parce qu'on demeure dans une démarche collective. Ça, c'est d'autres genres de questions qu'on rajoute. Parce que jusqu'à maintenant, c'est des questions qu'on avait toutes vues. On va se poser des questions sur les stratégies commerciales pour mettre en vente nos produits, nos services. On va se poser des questions si notre idée d'entreprise est la bonne idée pour nous. Puis ça va vraiment nous aider à réaliser notre mission. Il faut aussi se poser la question sur, on dit on développe une entreprise sociale, vous avez vu les définitions tout à l'heure, on veut générer des revenus, on veut réinvestir ça dans notre organisation pour encore faire plus de travail qui va avoir de l'impact dans notre communauté. Si on crée une entreprise sociale qui nous vide de nos ressources au lieu de nous amener des ressources additionnelles, bien, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne ressource ou les bonnes stratégies pour développer cette idée-là d'entreprise. Puis, donc, vous voyez le genre de questions additionnelles qu'on se pose pour questions de gouvernance au sein des entreprises sociales. Là, je n'irai pas tout lire, mais il y a une chose qui émerge dans le questionnement qu'on doit se poser si on dit on veut gérer une entreprise sociale, bien gouverner une entreprise sociale, bien, il y a la notion d'impact. Avant, dans les 10 dernières années, on nous demandait, puis nous-mêmes, on voulait le savoir, on fait un excellent travail, quels sont les résultats de notre travail, donc on documentait les résultats de notre travail à court, moyen et long terme. Maintenant, nos partenaires financiers se questionnent beaucoup sur les impacts que notre travail a dans notre communauté. Donc, un impact, ce n'est pas un résultat, c'est beaucoup plus que ça. Si on fait une activité et que le lendemain, on voit que le fruit de cette activité-là produit un résultat, bien, à moyen terme, c'est quoi l'impact réel? Est-ce que ça change quelque chose réellement dans notre communauté?
Puis ça, ben, la gouvernance, il va falloir se donner des moyens pour répondre à ça dans le processus que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en gros, il faut choisir la meilleure structure pour nous, puis il faut aussi, dans tout le processus, toutes les étapes de développement de notre entreprise sociale, avoir un processus de prise de décision d'affaires, aussi organisationnel et communautaire, pour, encore là, prendre la bonne décision et trouver la meilleure structure d'entreprise sociale qui nous sied bien. Ça, c'est trop petit, sans doute, pour être bien lu, mais il y a des gens de l'entrepreneuriat collectif et de l'économie sociale, entre autres, Linda Maziad, du Fonds d'emprunt, de la Mutuelle à Québec, il y avait deux autres dames et moi, on a révisé l'outil de la gouvernance stratégique en ajoutant des compléments. Et c'est sur 2 pages, ça nous rappelle les problèmes qu'on peut avoir dans des organisations, dans des organismes, mais aussi dans nos entreprises collectives. Donc, nos modèles de gouvernance des entreprises sociales, là, avant de rentrer dans le nom de la structure légale, là, je vais juste, par un dessin, vous montrer qu'on a vraiment 3 options. Première option, c'est un organisme, une organisation, donc une organisation à but non lucratif qui, elle décide qu'à l'intérieur de son organisme, elle va créer une entreprise sociale. Comme le Centre culturel de North Bay, elle a créé à l'intérieur de sa structure une garderie et l'un gère l'autre. Il y a aussi l'exemple du groupe Convex dans Russell, puis il en existe un peu partout au Canada des exemples semblables. Donc, le groupe Convex, ils ont un conseil d'administration, une variété de personnes clés qui ont tant une expérience dans le milieu associatif communautaire que dans le milieu économique, qui connaissent bien la région, puis qui ont décidé d'être bénévoles dans cette structure-là. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient, puis ils croyaient dans la mission qui est de créer de l'emploi pour des personnes qui sont marginalisées au niveau de l'emploi dans l'Est de l'Ontario. Donc, des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Et ils ont créé 9 entreprises sociales. Donc, au lieu d'avoir un conseil d'administration par entreprise sociale, ils ont créé un conseil d'administration qui gère. C'est sûr qu'ils n'ont pas commencé avec 9 entreprises sociales, par 1, par 2, par 3. Et bien avant de démarrer, ils ont aussi se sont formés, se sont informés, ils ont cherché aussi la meilleure idée d'entreprise et m'ont dit qu'ils ont cherché différentes formules, différentes structures, parce qu'ils se sont dit, si on crée une entreprise sociale, on va peut-être créer 2 ou 3 ou 5 ou 6 ou 10 emplois. Mais il faut en créer plus d'une centaine, parce qu'il y a plein de monde avec qui qu'on sait qu'ils n'ont pas d'emploi, qui ne seront peut-être jamais embauchés par une entreprise ou un organisme, et nous, on veut leur créer de l'emploi à ces gens-là. Et de ces 9 entreprises-là, et en passant le prochain webinaire, Caroline Arcan, la directrice générale fondatrice de Groupe Convex, se représente pour nous parler plus en détail de comment les étapes de développement, les étapes de croissance, parce qu'ils sont en pleine croissance, les défis qu'ils ont à surmonter. Mais une des grandes forces du groupe Convex, c'est qu'en plus des 9 entreprises, c'est qu'ils ont créé tout un tissu social, économique autour des 9 entreprises. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout ce monde-là, soit qu'ils achètent de leurs produits, font la promotion des entreprises de groupe Convex. Et je reviens à la structure. Le groupe Convex s'est incorporé une fois et à l'intérieur du groupe Convex, il y a, mais dans ce cas-ci, 9 entreprises sociales. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire. Bonjour Hélène, j'ai vu que tu es revenue en ligne, donc je te vois datilographier, donc je vais laisser Julien. Bonjour Hélène et Diane de la Fondation. L'autre option, c'est que l'entreprise sociale, elle est organisme. Donc, exemple, plusieurs groupes de personnes vont s'associer pour dire, nous, on a un besoin dans notre communauté, on veut se créer un emploi, ou on veut créer de l'emploi dans notre communauté, ou on veut se donner des services de proximité, donc proches dans notre communauté, et on va créer cette entreprise sociale-là. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. Je vais vous donner un exemple, Éco-Équitable dans la région d'Ottawa, des femmes immigrantes qui sont venues s'installer dans la capitale, un besoin de travail, d'expérience canadienne, d'apprendre le français, un mélange de tout ça. Et les gens qui accompagnaient ces femmes-là ont vu que le potentiel de créer un espace, qui est l'organisme sans but lucratif Éco-Équitable. Et Éco-Équitable fait tout ce que je vous ai dit, offre un espace de travail, maintenant génère assez de revenus pour redonner
un montant d'argent aux femmes qui travaillent, qui font la couture. C'est une expérience canadienne et ça crée, ça offre aussi un service de proximité. Pourquoi c'est équitable et éco? C'est parce qu'ils recyclent aussi des tissus et des matériaux pour les réutiliser en faisant des sacs ou d'autres produits dérivés. Mais l'organisme comme tel, la bubite qui est incorporée, c'est l'entreprise sociale. Donc l'organisme et l'entreprise sociale, c'est une unité en soi. L'autre option, c'est les séparer. Et je vais vous donner 2 exemples. Donc, c'est vraiment, tu as l'organisme d'un côté et tu as l'entreprise sociale de l'autre côté. Et l'organisme, par exemple, au Manitoba, il y a un organisme communautaire qui travaillait avec les communautés des Premières Nations au niveau de l'alphabétisation, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la drogue, l'alcool et tout ça. Sauf que quand on travaille sur tout ce côté-là social que les personnes ont grandement besoin, à un moment donné, les gens veulent faire autre chose. Puis l'emploi était critique. Les gens voulaient se trouver un emploi. Donc, l'organisme communautaire a regardé c'était quoi le marché à Winnipeg et il y avait un marché en croissance au niveau de la construction. Il y a plein de métiers en construction qu'on n'a pas besoin d'être un docteur ou d'être un architecte. Donc, ils se sont développés des compétences auprès de ces personnes-là, ils les forment et du jour au lendemain, l'organisme communautaire qui offrait de l'accompagnement social, de l'aide, comme je vous disais tout à l'heure, contre la drogue, l'alcool, l'intégration sociale des personnes, a créé une entreprise privée qui appartient à l'organisation sociale pour vraiment aller chercher des contrats en construction. C'est un organisme qui a vécu beaucoup de projets, beaucoup de constructions et au fur et à mesure qu'elle a été connue, elle a même eu des prix et beaucoup d'écoles maintenant font appel à leurs services pour construire des écoles ou des projets de logements sociaux ou des choses comme ça. Dans la construction, eux autres ont choisi que l'organisme communautaire appartient à une entreprise privée parce qu'ils se sont mis en construction de dire qu'on est en construction puis à but non lucratif. Ils pensaient que ça irait pas si bien que ça. Un autre exemple, c'est en 1983. Un groupe de femmes monoparentales à Hearst de l'Ontario ont d'abord créé leur organisation communautaire association parmi elles. Comme beaucoup de groupes de femmes ont fait dans les années 80, d'un bout à l'autre du pays, en anglais, en français et aussi dans le monde, les femmes avaient besoin, comme le groupe AOMI du Sénégal, le groupe Graines, de se rencontrer, de s'entraider, de se parler les unes les autres, dans le fond, de créer leur réseau d'entraide. À force de se rencontrer, très rapidement, car là, les femmes ont dit, bien là, ça n'a pas d'allure, il faut se sortir de la pauvreté, on a des mains, on a des têtes, il y a des choses qu'on pourrait faire, et elles ont exploré dans leur secteur respectif quels étaient les débouchés d'emploi. Et bien entendu, les débouchés d'emploi dans un très petit village en milieu rural, si on n'a pas nécessairement les diplômes et énormément d'expérience, ben, c'est des emplois dans le service, dans la commercialisation, puis c'est pas nécessairement bien rémunéré. Puis les femmes, elles croyaient beaucoup dans leur talent et surtout leur détermination. Donc, elles ont vu des appels d'offres pour planter des arbres. Elles se sont formées. Elles ont convaincu des partenaires pour investir dans leur projet. Elles ont fait leur plan d'affaires, toutes les étapes que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus vite que toutes ces étapes-là. Et elles ont créé leur entreprise, la Maison Verte. Et la Maison Verte, donc, il y a un lien intrinsèque avec l'association Permiel. Pendant des années, ce que j'ai compris, c'est que c'est le même conseil d'administration, mais maintenant, je crois que c'est 2 conseils d'administration distincts. Mais regardez les photos. C'est une entreprise qui a plus de 4 millions d'actifs. On la voit à la photo de gauche. Il y a des serres, il y a des terrains. Il y a eu des problèmes avec la foresterie au Canada. Et elles ont diversifié. La photo du centre, juste en haut du logo, c'est des mélèzes. Elles produisent maintenant des arbres qui poussent plus vite et qu'elles peuvent transformer en biodiesel. Et avec le temps, encore là, à cause des produits forestiers, elles ont développé du maraîcher. Vu que c'est loin des grands centres, avoir des tomates fraîches à Hearst, c'est pas toujours évident. Elles ont voyagé du Mexique à Hearst en camion. Mais là, elles peuvent pousser certains légumes dans leur serre et les vendre localement. Et ça appuie l'économie locale. Un modèle économique. Et vous voyez, la structure, c'est qu'un est vraiment lié. Il y a une entente entre les deux pour que ça se tienne en place. Quelle que soit la structure que vous allez considérer, il va y avoir plein d'autres éléments que vous devez regarder. La politique ou les politiques de Revenu Canada qui sont toujours en changement et qui reconnaissent, entre autres, que les organisations sans but lucratif
peuvent avoir des activités commerciales, mais qui amènent des nuances si on a un numéro de bienfaisance, entre autres, puis j'en parle dans quelques secondes. Autre élément avant de choisir la structure légale, c'est quel est l'objectif ou le but principal, notre mission de l'entreprise sociale que l'on veut créer. Puis il y a peut-être certains, comme exemple, c'est un groupe de personnes, 3 personnes qui veulent créer leur emploi, bien, ils vont peut-être choisir automatiquement la coopérative de travail parce que ça sied bien à l'emploi, quel que soit le secteur d'activité. Donc, selon l'objectif principal, bien, il y a peut-être des structures légales qui seront plus facilement, on pourra les choisir plus facilement parce que ça va bien faire à ce type d'entreprise-là. Une très grande entreprise dans un secteur d'activité X, on va peut-être choisir une organisation à but non lucratif, comme on va peut-être choisir aussi une coopérative à partenaires multiples, si on veut faire des liens entre une variété de partenaires. Donc, encore là, ces éléments-là considérés c'est des éléments que moi j'amène toujours dans la réflexion un peu avant de choisir la structure, pour dire, ben, ah oui, ça répond la réponse à ça nous pousse plus vers une structure X ou plus vers une structure Y. Donc, la considération légale aussi, si on est déjà un organisme à but non lucratif où on veut en créer un, puis qu'il y aurait un numéro de bienfaisance. Un numéro de bienfaisance, ce sont les organismes à but non lucratif qui soit travaillent dans une province ou à l'échelle nationale. Et ça existe aussi des organismes de bienfaisance caritatifs dans tous les pays du monde. Dans notre cas au Canada, oui, un organisme à but non lucratif qui a un statut de bienfaisance pourrait aussi gérer une entreprise sociale. Mais encore là, il faut s'assurer que l'activité commerciale est réellement en lien avec la mission charitable. Exemple, si on est un organisme à but non lucratif charitable et on crée de l'emploi pour des jeunes à risque dans notre communauté et que notre entreprise sociale, bien, on va faire du pain. Et pour faire le pain, on n'embauche pas les jeunes à risque pour leur créer de l'emploi. Même si c'est l'entreprise qui génère beaucoup de sous, parce qu'il n'y avait pas de boulanger dans notre village, et que les sous sont réinvestis dans la mission de notre organisme, vu que l'activité commerciale est totalement différente que la mission de l'organisme, là, le gouvernement du Canada va venir vous taper sur le doigt, va venir faire des inspections sans doute, et vous pourriez même perdre votre numéro de bienfaisance. Donc, il faut vraiment s'assurer que le projet d'entreprise sociale est en lien avec la mission. Je reprends le même exemple. Un organisme communautaire qui crée de l'emploi des jeunes à risque crée une boulangerie, mais la boulangerie est une entreprise d'insertion sociale où est-ce qu'on forme les jeunes à devenir des boulangers et des boulangères. Ils font le pain, ils vendent le pain. Bien là, c'est en lien avec la mission première parce qu'on aide les jeunes à risque à prendre leur place dans la société jusqu'à l'emploi. Bien là, il n'y a pas de problème et un organisme caritatif à bienfaisance pourrait très bien avoir cette activité. L'autre chose aussi, c'est qu'un organisme dont les profits ou les surplus seraient distribués aux personnes. Par exemple, on dit, on a des activités commerciales, il y a de l'argent on a des surplus, on a plus de revenus que de dépenses, donc à la fin de l'année, on a un surplus d'opérations. Donc, on dit cet argent-là, on va augmenter les salaires des employés ou on va payer des dédommagemgements aux membres du conseil parce qu'ils ont participé à beaucoup de réunions. Ça aussi, c'est à éviter quand on a un statut de bienfaisance. Puis, ah oui, la seule chose que je vais vous dire, c'est que ça change tellement. Il faut vraiment rester à l'affût ou trouver localement un avocat ou une avocate qui, elle, suit ça ou lui suit ça dans votre pays respectif ou dans votre région canadienne respective et pourra vous donner la mise à jour de toutes les réglementations, les politiques et même les lois, parce qu'il y a eu une refonte des lois coopératives et aussi des organisations sans but lucratif d'un bout à l'autre du pays. Donc, si on n'est pas à jour par rapport à ça, ça vaut la peine de s'en informer. L'engagement du conseil d'administration est possiblement aussi d'un comité aviseur si on est un organisme qui n'a jamais été en affaires mais qui aurait besoin de compétences additionnelles, peut aider dans notre modèle ou dans notre structure d'entreprise. Donc, si on revient à l'exemple du groupe Convex que je présentais tout à l'heure, dans leur modèle de gouvernance, ils ont fait exactement ce que vous voyez dans ce diapo-là. Ils ont recruté des membres de leur conseil d'administration en provenance de divers secteurs d'activité de leur communauté, dont économique, social et communautaire et le service de la personne aussi, mais aussi du secteur économique. Ils ont aussi
vraiment, vraiment développer une structure où est-ce que les rôles et responsabilités entre le personnel et le conseil sont clairs. Ils ont aussi organisé des sessions de planification régulières avec leur conseil d'administration et leur équipe pour encore là s'assurer que les rôles et responsabilités, autant dans le développement ou pré-développement, développement, gestion, croissance, il y a toujours les mises à jour et de bonnes décisions éclairées. Puis, il y a, entre autres, je reviens à Convex, avant qu'ils créent, moi j'avais offert la première session d'information à des travailleurs sociaux de ce réseau-là. Et après ça, ils ont été sur le terrain, en visiter des entreprises sociales à Montréal, à Québec, dans le Moyen-Nord de l'Ontario, pour se développer une tête sur le meilleur modèle. Et souvent, encore là, on peut créer de nouveaux modèles tant qu'on respecte les lois. Et encore là, que ce soit le groupe de personnes à Winnipeg, le groupe de personnes à Earth ou le groupe de personnes à Convex, puis on pourrait donner plein d'autres exemples, c'est qu'on s'associe avec des personnes ou on recrute des personnes qui ont de l'expérience en affaires. Là, vous voyez, c'est la diapo du comité aviseur. Il y a du monde dans notre communauté qui ont énormément de talent et d'expertise en gestion des affaires, qui ont un cœur à la bonne place, qui ont le goût de soutenir le développement de la communauté, mais ils n'ont jamais le temps de venir sur votre conseil d'administration. Mais si votre organisme crée une entreprise sociale ou si votre organisme comme tel est l'entreprise sociale, peut-être que c'est une façon d'aller chercher ces talents-là dans votre communauté pour soutenir votre mission sociale. Donc, un comité aviseur qui se rencontre où est-ce que vous allez chercher les conseils judicieux de personnes dans le secteur d'activité, dans l'industrie dans laquelle vous développez votre entreprise et tout ça, ça peut vraiment vous aider et autrement, vous n'auriez jamais cherché ce genre de personnes-là. N'oubliez pas qu'un comité n'est pas décisionnel, fait des recommandations au conseil d'administration. Et si on a des gens compétents là et qui font des recommandations au conseil d'administration, je reviens à des éléments de la gouvernance que j'ai présentés tout à l'heure, l'importance de former, renforcer les capacités des membres de notre conseil d'administration, sinon, problème. Structure maintenant. Donc ça, c'est un dessin ou un diagramme qui a été dessiné et qui a été modifié. Moi, celui-là, je l'ai mis à jour. Si on regarde, il y a la propriété sans but lucratif, à l'extrême gauche de la diapo, jusqu'à la propriété privée à but lucratif à l'extrême droite de la diapositive. Donc, à sans but lucratif, la première bulle, c'est l'organisation sans but lucratif ou à but non lucratif caritatif de bienfaisance, qui normalement est financée par des dons ou même des fondations ou des paliers de gouvernement. Ils ont certaines vont avoir des activités commerciales, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, puis c'est vrai, on voit ça émerger, mais généralement, elles sont vraiment plus dans l'associatif, le communautaire et le social. Mais là, on se rend compte que les organisations sans but lucratif, des coupures de financement à cause des besoins émergents que personne n'appuie, à cause de les gens croient dans leur talent, puis veulent proposer des solutions, puis qu'ils vont créer quelque chose pour répondre à ce besoin-là. On voit les organisations sans but lucratif se transformer en devenant davantage des entreprises sociales qui vont vendre des services et des produits sur le marché. Donc, vous voyez, au centre, il y a vraiment les gens qui ont un rendement mixte. Donc, oui, un rendement social et un rendement économique. Et c'est là qu'on retrouve dans les structures légales tout ce qui est organisation sans but lucratif ou à but non lucratif et toutes les formes de coopératives à but lucratif et à but non lucratif. À but lucratif, c'est avec capital social. Sans but lucratif, c'est sans capital social. Et là, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Ce qu'on voit émerger, par exemple, dans cette bulle-là, puis c'est là que ça crée pour certains de la confusion, puis pour d'autres de grande joie, parce que là, vous voyez, là, à la droite de la diapositive, c'est tout ce qui est entreprise privée, où est-ce qu'il y en a que c'est vraiment la recherche du profit à tout prix. Quand ils n'en font pas assez, ils vont fermer l'entreprise, puis ils partent ailleurs. Ou il y a des entreprises privées qui développent leur responsabilité sociale de leur entreprise dans leur communauté, donc ils vont aussi redonner à la communauté et devenir des citoyens responsables, des citoyens corporatifs responsables. Donc, je reviens à ma bulle du centre, où est-ce qu'on dit un rendement mixte pour l'investissement. Puis là, vous voyez qu'il y a une bulle, c'est marqué entreprise à contribution communautaire, Community Contribution Company. Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, bientôt, ils veulent le faire en 2015. Les entreprises privées, les entrepreneurs privés, mais qui vont avoir une vocation, une cause sociale, donc Social Purpose Business, vont aussi être intégrés dans la définition anglophone de l'entreprise sociale.
pas dans la définition francophone jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas le côté collectif nécessairement, mais ça veut dire que dans les dessins qui prennent forme présentement sur ce qui existe dans l'entrepreneuriat au Canada, il y a vraiment une variété de structures. Un autre dessin, ça, c'est pas tel côté que le produit, ça vient directement du gouvernement fédéral. Et, je dois avouer que je l'ai modifié un peu. C'est le petit carré en pointillé, parce que les autres allaient chercher vraiment l'entreprise privée avec vocation sociale. Donc, il y avait étiré le petit carré. Moi, je m'en sers dans mes diapos et je l'ai ramené au milieu de la diapositive où est-ce qu'il y a un rectangle rouge. Mais ça vous présente aussi que ce qui est intéressant, c'est que ce soit les gouvernements présentement ou le monde comme nous qui s'intéresse aux entreprises sociales, c'est qu'on utilise de plus en plus un langage commun. On parle d'économie sociale, on parle d'économie de marché. On dit que dans l'économie de marché, il y a des gens de l'associatif, des coopératives, des organisations à but lucratif qui se retrouvent sur une partie de l'économie de marché parce qu'on vend des produits et des services sur le marché. Mais c'est intéressant de voir ça. Il y a des définitions pour les structures légales. Ça, c'en est une de l'Alliance coopérative internationale, la CI. C'est quoi une coopérative? C'est un groupe de personnes qui se réunissent volontairement pour un but commun. Puis quand on le dit dans nos mots, on dit toujours une coopérative, c'est un groupe de personnes qui ont un rêve commun, qui s'associent pour le réaliser. Ils choisissent la formule coopérative qui existe depuis plus de 150, 170 années. Puis Julien pourrait nous écrire le chiffre existe de combien d'années les coops existent. Mais il y a des valeurs et des principes. La formule a été documentée à travers le temps et dans les meilleures pratiques coopératives de gouvernance, de gestion, de mobilisation, d'engagement dans la communauté, on a noté certains principes, certaines valeurs qui sont gagnantes et qui sont gagnants pour assurer le succès de ces entreprises collectives. Mais si vous regardez ce dessin-là, vous voyez des membres en haut, une assemblée générale annuelle, un conseil d'administration, possibilité de 2, 3, 4, 5 communautés. Si on a assez de ressources, on va avoir du personnel en bas. Bien, vous pourriez me dire, bien, ce dessin-là est-elle ressemble à une coopérative? Oui, mais ressemble aussi à un organisme sans but lucratif. Donc, dans la structure comme telle, que ce soit coopératif ou à but non lucratif, notre structure de fonctionnement, il y a beaucoup de similitudes. C'est pour ça que les intervenants comme Yann, Julien, moi, et sans doute Élodie et d'autres, quand on appuie, puis Sophie aussi avec Option Femmes, quand on appuie les individus, les collectifs qui veulent partir en affaires, puis ils choisissent la formule collective, mais ce dessin-là peut expliquer beaucoup de choses sur comment on s'organise, mais en même temps, explique comment deux structures peuvent très bien se ressembler comme telles. Là, j'ai l'information pour l'Ontario. Au niveau fédéral, ça touche l'ensemble du pays, mais si au niveau de l'entreprise privée, par exemple, puis on regarde la meilleure structure légale d'entreprise qui pourrait mieux porter notre projet économique, bien, vous regardez, il ne faut pas jouer aux truches puis juste les modèles collectifs de l'entreprise sociale, il faut aussi regarder les modèles privés, parce que repenser au groupe de personnes à Winnipeg, en construction, penser créer une coopérative en capital social ou un organisme à but non lucratif en construction. Pour eux autres, ils trouvaient que c'était pas assez crédible et les gens ne les prendraient pas au sérieux dans la business de la construction. Donc, ils ont été avec une entreprise privée qui est appartenue par un organisme à but non lucratif. Donc, il faut comprendre c'est quoi la limite des structures légales, que ce soit l'entreprise privée. Et là, il y a des lois. Il y a la loi sur les corporations canadiennes. Puis en Ontario, il y a la loi sur les sociétés par action. Puis au niveau de l'entreprise sociale, bien, vu qu'on peut toujours aborder l'entreprise sociale sous la forme coopérative ou sur la forme de l'entreprise d'économie sociale, qui est un organisme sans but lucratif qui va vendre des produits et des services sur le marché, bien là, il y a la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, il y a la loi canadienne sur les coopératives, et dans chacun des provinces et des territoires, il y a des lois respectives. Et c'est la même chose aussi, que ce soit au Sénégal, au MI, si tu es toujours en ligne, ou au Mali, au Maroc. Et juste pour vous dire que cette semaine, la fin de la semaine passée, le Mali votait une loi, une politique sur l'économie sociale, reconnaissant les entreprises d'économie sociale comme des entreprises porteuses de richesse collective. Il y existe des ressources sur le sujet.
J'ai mis entreprisesociale.ca. De ce site-là, vous avez aussi le site du CCO. Julien, tu pourrais peut-être aussi écrire le site dans la boîte de vérification. Il y a seontario.org qui est présentement en anglais, mais presque totalement traduit. Et on va faire le lancement dans le cadre d'un des webinaires pour vous montrer les différentes ressources. Et merci Julien, donc www.cco.coop. Et juste là, on va passer à la période de questions, puis il va nous rester 10 minutes. Le prochain webinaire, c'est le 22 octobre. Vous voulez entendre parler de 2 initiatives concrètes d'entreprises sociales à succès et en croissance. C'est pas juste qu'on réussit aujourd'hui, mais qu'on continue d'évoluer. Il y a le groupe Convex où Caroline Arcan sera là, mais il y aura aussi Julien Jérémy qui est en ligne présentement, qui viendra nous parler de la coopérative funéraire d'Ottawa. Puis je veux dire, c'est vraiment un secteur en pleine croissance. La communauté est vieillissante et c'est... on peut juste imaginer la grandeur du marché. Et maintenant, les questions. Je ne sais pas, Julien, si tu peux mettre ton téléphone étoile 6, revenir en ligne. Si tu avais des questions sur le chat, la conversation. Sinon, les personnes qui ont des questions sur les structures ou sur tout le contenu qui a été partagé, j'anime pas. Étoile 6, vous revenez en ligne et ça nous fera plaisir d'y répondre, Julien et moi. Oui, je suis de retour, Ethel, merci. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des éléments en suspens? Est-ce que... Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il n'y a pas de question. Ben, écoutez, je vous ai gardé en ligne. Ah, Sophie, elle a levé la main. Donc, Sophie, si... Oui, Bon, ta question, vas-y, ma chère. Bonjour Ethel, merci pour la présentation. Je voulais juste vérifier, je pense que vous l'avez mentionné au début, la présentation est disponible sur le site de Constellation Rurale des entreprises sociales? Elle va être disponible sur le site ONN, ça s'appelle Ontario Non-Profit Network, mais sous la section Constellation Rurale. Vous allez recevoir un message, toutes les personnes qui sont en ligne, si vous êtes inscrite ou si déjà Jen a votre courriel, pour vous démontrer le lien là. Vous allez avoir un lien direct. Et en plus de ça, Jen a enregistré la présentation. Donc, si vous avez besoin de réentendre certaines sections, parce que la diapositive présente quelques mots et j'ai sans doute fait des compléments ici et là, donc vous pourrez aussi avoir accès à l'enregistrement du webinaire. OK. Puis Jacqueline avait écrit que c'était clair pour elle. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, il nous reste 7 minutes, pas parce que je veux vous garder en ligne, je ne savais pas si on aurait assez de temps. Pouvez-vous toutes vous démuter, étoile 6, et on va faire un dernier tour de table. Chaque personne pourrait dire de vive voix votre nom, le nom de l'organisme, où vous êtes, et un commentaire, un mot, une phrase sur le webinaire comme tel. Et encore là, ça nous permet de bâtir le réseau et d'apprendre à se connaître. Donc, je ne sais pas qui est là. Ethel? Oui? Ici Diane de la Fondation Trillium de l'Ontario. J'avais une question avant de passer au tour de table. Vas-y, tu vas commencer le tour de table en même temps. D'accord. OK. Alors, moi, je me demandais, un organisme, ce que j'ai pu voir dans les demandes de subventions parfois, c'est qu'un organisme veut augmenter ses revenus. Mm-hmm. Alors, ils ont la possibilité de faire des activités qui génèrent des revenus. Oui. Mais souvent, ils veulent s'embarquer dans une entreprise sociale. Et je pense que parfois, c'est pas nécessaire. Et j'aimerais peut-être essayer de comprendre quand est-ce que ça vaut la peine de se diriger dans cette direction-là, ou de garder les choses plutôt seulement comme des revenus qui génèrent, des activités qui génèrent des revenus. Bien, écoute, Diane, merci pour ta question d'abord. Et c'est une super bonne question parce que c'est quand la ligne où est-ce qu'on fait le saut. Quand est-ce que l'organisme qui est communautaire, l'organisme administratif, a décidé d'avoir des activités commerciales, donc créées à l'intérieur de sa structure
une entreprise sociale dit, ben là, est-ce que je le garde pendant 10 ans à l'intérieur de soi ou je la laisse à un moment donné voler de ses propres ailes? Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de l'envergure des opérations. Diane, si jamais à un moment donné, cette entreprise-là génère, je ne sais pas, quelques centaines de milliers de dollars, ça demande une équipe plus pointue par rapport au secteur d'activité, les gens pourraient décider de créer une entreprise, un organisme à part, mais très souvent, il va y avoir une entente de partenariat, un peu comme Association Parmi elles va faire avec Maison Verte, où est-ce que les surplus de Maison Verte soutiennent aussi les activités de l'association Parmi elles. Mais vraiment, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Puis il y a de grandes entreprises sociales qui sont à l'intérieur d'organisations communautaires qui vont rester là tout le temps parce qu'il y a vraiment un bon mariage entre la mission de l'organisme et l'activité commerciale. Ou, encore là, j'ai vu des gens, des leaders d'organismes qui n'ont comme pas eu le choix de tasser l'activité commerciale de l'activité plus communautaire, bien, c'est qu'il y a eu des bailleurs de fonds. Je sais que vous autres, de Trillium, de Patrimoine canadien, de Ressources humaines Canada, où est-ce qu'ils ont dit, bien, nous, on vous donne des subventions, c'est pour réaliser le côté communautaire de votre mission. Qu'est-ce qui nous dit que l'argent que vous donne ne va pas à aider à la réalisation de vos activités commerciales? Donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Puis même si les gens géraient de façon distincte dans leur comptabilité les activités commerciales, donc leur entreprise sociale, du restant des opérations, mais quand tu présentes ton rapport annuel, tu présentes l'ensemble parce que c'est sous la même mission que les gens font les activités commerciales, puis les ci, puis les ci, puis les ça. Et ça posait beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui se questionnent, même si la loi le permet, sur la réalité des organismes communautaires qui font des affaires. Puis ils se sentent mal à l'aise. Il y a vraiment un malaise à financer les entreprises sociales. Puis ça, c'est un bout à l'autre du pays, et même dans le monde, là, souvent. Donc, quand on donne une subvention, souvent les gens ne veulent pas que ça soit associé aux activités commerciales où on pose tellement de questions que les organismes disent, bien, regardez, on va se créer une autre entité à côté. Ça va être beaucoup plus facile de documenter la mission, les objectifs et les activités. Puis, on va signer une entente comme quoi les surplus de cette bébête-là, de cette nouvelle entité-là, va être versé quand même dans l'organisme communautaire. Plein d'influences externes à un organisme qui peuvent guider la prise de décision. Je ne sais pas si ça répond, Diane? Oui, merci beaucoup. Il y a Hélène qui avait une question. Oui, c'était pour Diane. Ah, OK. Puis il y avait Oumi a dit, c'est vrai que le modèle canadien n'est pas le même au Sénégal. Puis tu peux continuer à l'écrire, Oumi, on va pouvoir le lire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Puis pendant qu'Oumi écrit sa question, Colette et Cynthia, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Étoile 6. Daniel, es-tu en ligne? Étoile 6. Revenez en ligne, s'il vous plaît, on pourrait vous entendre. Oui, je suis ici. Daniel? Oui. Juste te présenter, puis je pense que tu es avec un collègue, c'est quoi le nom du groupe et le nom de l'entreprise sociale? Donc, c'est Danielle Proux-Dubois. Je suis avec mon collègue Dave Dillon. Puis, on est pour le Centre partenaire pour l'emploi. Puis, notre entreprise sociale, c'est les entreprises Format Jeunes. Parfait. Élodie, es-tu en ligne? Oui. Oui, tu veux te présenter? C'est quoi votre organisme? C'est l'entreprise sociale, vous en avez une. Oui, alors c'est l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. Nous, on fait des ententes de services, donc c'est vraiment inclus. On n'a pas d'entreprise sociale à l'extérieur de notre organisme, mais c'est vraiment inclus. Et j'ai beaucoup aimé la présentation parce qu'on est en période d'évaluation justement de notre structure gouvernementale et structure opérationnelle. Donc je pense que les questions et les détails qui ont été mentionnés dans la présentation vont permettre en fait aux consultants de poser ces questions-là et peut-être de voir un petit peu si on est sur la bonne voie, donc qu'est-ce qu'on aimerait voir pour la communauté du Nord-Ouest. Donc merci beaucoup. Et Élodie, Hélène, es-tu toujours en ligne? Oui. Tu veux te présenter? Oui, bonjour, Hélène Duquette de la Fondation Trillium de l'Ontario. Je travaille comme Diane à l'évaluation des demandes de subventions dans le programme d'investissement communautaire. Et évidemment que nous voyons beaucoup, peut-être même de plus en plus de demandes pour soit la mise sur pied ou soit le renforcement d'activités qui génèrent des revenus ou la mise sur pied d'entreprises sociales.
et c'est toujours, évidemment, c'est important de notre point de vue de pouvoir bien analyser si ce qui est proposé est vraiment ce dont l'entreprise a besoin et surtout si l'organisme est prêt à toutes les conditions gagnantes finalement pour remettre sur pied quelque chose. Donc. Bien, merci d'être là, Hélène. Merci pour ton commentaire. Jacqueline, étoile 6 si tu veux qu'on t'entende. Tu avais écrit que tu avais une question aussi. Il faut que tu reviennes au téléphone si tu veux nous la poser. Pendant que tu essaies de revenir, je vais aller à Julie. Oui, moi je suis l'adjointe administrative, agent de communication au CCO du bureau du Nord à Sudbury. Je suis ici depuis le 2 septembre. Puis je trouve que les webinaires m'appuient beaucoup à apprendre sur les coopératives, les entreprises sociales et le tout. Donc, j'en apprends comme que je m'en viens. Là. Bien, merci, Julie. Julien, je vais te passer en dernier au cas où tu as des compléments à faire. Nicole? Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Et, je suis ici avec ma présidente puis une administratrice. Et puis, cette formation-là, ça nous donne un bon plan, parce qu'on regarde justement à diversifier nos revenus. On a une garderie, comme moi je suis du centre culturel des Trois Petits Points à Alexandria. Et puis, c'est ça nous ouvre les portes. Dans le fond, c'est plus à réfléchir sur faire un plan sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Excellent. Puis vous autres, vous le saviez que vous étiez une entreprise sociale, hein, Nicole? Oui. Propage la nouvelle dans tout ton réseau des centres culturels. Tu as besoin de quelqu'un de la gang, parle aux autres. Okay. Merci d'être là, puis merci à ta présidente et ton autre collègue. À part Oumi, je ne vois pas s'il y a autre monde. Oumi, elle a écrit beaucoup en ligne, parce que je vais passer la parole à Julien pour qu'il clôt le tout. Mais Oumi, elle a écrit que c'est différent au Sénégal, que toutefois l'information qu'elle a reçue, c'est transférable dans le sens qu'elle va pouvoir s'en inspirer, mais en même temps, c'est les besoins en réseautage. Et je lui répondais qu'entre autres, en Ontario français, on a réussi à créer toutes sortes de formules pour se réseauter, donc on pourra lui partager après certains contenus à cet effet-là. Et Julien, je te passe la parole, puis c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Tu te présentes, tu dis ton rôle au CCO, puis si tu as un complément. Oui, merci Ethel. Moi, Julien Jérémy, puis je suis aussi avec Luc Morin ici. On est tous les deux avec le Conseil de coopération de l'Ontario, au bureau d'Ottawa. J'ai beaucoup apprécié la présentation, c'était très très clair. J'aimerais juste ajouter l'élément que tout ce qui concerne la structure, la gouvernance d'entreprise sociale, c'est aussi très flexible. Puis il ne faut pas penser que parce qu'on voit des formules comme ça qui ont l'air toutes pensées, c'est un modèle inflexible, bien au contraire. Chaque groupe qui va démarrer une entreprise sociale, une coopérative, quelle que soit la formule qu'il va choisir, déjà cette formule va être adaptée à l'idée d'entreprise, au projet en question. Puis lorsqu'on va la développer ensuite, la formule qu'on va identifier, la structure, va être suffisamment flexible, malléable pour qu'on puisse faire en sorte que notre projet on puisse bien se l'approprier. Donc ne soyez pas intimidés par les éléments que vous avez vus dans la présentation, mais bien au contraire, soyez enthousiastes et dites-vous que ça vous permet de comprendre un peu les éléments de structure qu'on retrouve dans la majorité des entreprises sociales, mais que lorsque vous allez développer votre propre projet, vous allez aussi développer votre propre structure. Merci beaucoup, Julien. Puis je voulais terminer par toi parce que, comme je le disais, Julien va faire partie du prochain webinaire. Je vous invite à ne pas le manquer parce que c'est une personne riche en compétences et en connaissances. Et le complément que j'amènerais à ton point, c'est que présentement, les lois nous permettent de faire beaucoup plus que l'on croit. Et comme Julien le dit un peu, mais je rajoute, c'est que on voit de plus en plus même des gens qui innovent en créant des formules hybrides qui respectent les lois en vigueur. On n'a des fois pas besoin de changer les lois pour faire un peu autrement puis avoir plus d'impact. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis on s'excuse pour le début du webinaire avec la musique de fond. Ça a été, comme mes enfants diraient, entertainment. Mais sur ce, bonne fin de journée.